Alors, les défis de politique publique actuels sont de plusieurs ordres, mais deux nous viennent particulièrement à l'esprit. Le premier, les enjeux liés à l'environnement, les changements climatiques, les choix énergétiques, ce que l'on peut appeler la transition écologique. Les enjeux liés au développement de la technologie, de l'intelligence artificielle, des données massives et leurs impacts sur l'emploi, les inégalités sociales, les questions éthiques sont le deuxième et ce qu'on peut appeler donc la transition numérique. Ce soir, nous allons aborder avec nos deux invités ces deux défis de l'avenir. Je les invite à venir me rejoindre sur scène. Alors, je vais donc vous les présenter brièvement. Laure Varidel, selon les quotidiens La Presse et The Gazette, Laure fait partie de la nouvelle génération de leaders. Le magazine Maclean's l'a identifiée comme l'une des 25 jeunes Canadiens influents qui changent déjà notre monde. Sociologue spécialisée en développement international et en environnement, Laure est considérée comme l'une des pionnières du commerce équitable et de la consommation responsable. Elle est d'ailleurs l'une des cofondatrices d'Équiterre, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de bâtir un mouvement de société en incitant la population à faire des choix responsables par l'action, l'éducation et la recherche. Et Yoshua Bengio, il vous a été présenté tout à l'heure, c'est bien sûr sa notoriété comme chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond qui lui vaut sa participation à notre panel. Et je viens d'apprendre également, on parlait du prix Turing, il vient de recevoir aujourd'hui même le prix Killam, qui est l'équivalent du prix Killing, mais pour le Canada. Donc félicitations Yoshua encore une fois, bravo, bravo. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Yoshua, je vais commencer avec vous. Un état des lieux. Est-ce que nos politiques publiques actuelles tiennent compte de l'avancée technologique que représente l'intelligence artificielle? Non. Mais par contre, je suis très encouragé par le fait que nos gouvernements sont sensibles à l'enjeu de la transition numérique qui s'en vient et non seulement investissent dans l'université, dans la recherche en intelligence artificielle, mais aussi dans les questions de la réflexion sociale, politique qu'on doit faire sur cette transition qui s'en vient, qui va toucher pas seulement le développement des affaires, mais aussi la société de plusieurs manières. Et on a une responsabilité collectivement de s'assurer que cette nouvelle technologie, cette nouvelle science soit utilisée pour maximiser le bien du plus grand nombre. Est-ce qu'il y a déjà des lois? Est-ce que c'est déjà intégré dans les lois en ce moment? Mais il y a des lois qui peut-être s'appliquent dans certains cas ou peut-être qui devront être testées par les tribunaux. Il y en a d'autres clairement qui vont devoir être écrites. Il y a des décisions qui doivent être prises qui ne sont pas nécessairement des lois, peuvent être par exemple dans nos relations internationales. Il y a tout un ensemble de réflexions et de décisions que les gouvernements, d'ailleurs à plusieurs niveaux, devront prendre pour faire face à ces changements de la manière qui soit le mieux aligné avec l'intérêt public. Mais il y a quand même des gestes qui ont été posés, je pense à Mila Plus ou encore à la Déclaration de Oui, Montréal. Il y a des oui, choses qui sont faites. oui. Mais la Déclaration de Montréal, par exemple, c'est une déclaration de principe, mais ça n'a pas force de loi. C'est quelque chose qui devrait servir à inspirer les réflexions qui vont se faire dans les entreprises et chez les gouvernements à tous les niveaux. Là, il y a tout un travail à faire pour partir de ces principes-là et travailler dans des secteurs très précis. Mettons qu'on regarde le domaine de l'assurance, mais là, il y a des enjeux de discrimination, par exemple, qui pourraient être quelque chose qu'on doit regarder. Est-ce que les lois actuelles vont réellement protéger? Probablement pas. Il faudra probablement une réglementation qui dise aux compagnies, ben, utilisez les méthodes à l'état de l'art pour minimiser ces discriminations. Et il faut que les gouvernements interviennent parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que les compagnies qui vont être les plus éthiques vont être les plus pénalisées parce que ça va coûter quelque chose de faire ça. Ça va réduire peut-être la précision
des évaluations des primes de risque ou des choses comme ça. Donc, c'est important pour tout le monde, mais en particulier pour ces compagnies qui ont une bonne volonté, qu'on mette des règles du jeu qui soient les mêmes pour tout le monde pour qu'on aille collectivement dans le bon sens. Et on ne peut pas simplement laisser aller les choses à la loi de la jungle. Donc, il y a des décisions assez difficiles à prendre. J'imagine que c'est la même chose côté changement climatique. Il y a des gestes qui ont été posés, mais il y a des grandes décisions assez difficiles à prendre qui tardent un peu. Clairement, on a besoin de beaucoup plus d'ambition en matière de lutte au changement climatique et plus généralement de protection de l'environnement. Et le Québec aurait tout ce qu'il faut pour vraiment devenir une locomotive de transition, non seulement en Amérique du Nord, mais plus globalement sur la planète. Puis souvent, on pense à l'hydroélectricité, évidemment, parce que c'est vrai que déjà en partant, on a une longueur d'avance grâce à cette source d'énergie-là, sauf qu'il y a beaucoup plus que ça au Québec. Et notamment, une de nos forces, et ça a été abordé dans le panel précédent, c'est les liens sociaux. Il y a peu de degrés de séparation au Québec entre chacun de nous, puis on le voit ici même, ce qui nous fait ressembler à bien des sociétés scandinaves qui sont protégées par leur langue et où les bonnes idées peuvent circuler très rapidement. Et c'est pas pour rien que c'est au Québec qu'on a eu la Révolution tranquille et qu'on a pu faire des changements très rapides. Je pense qu'il est temps qu'on ait autant d'ambition pour le Québec, pour devenir un modèle en matière de non seulement petite empreinte carbone, mais plus généralement, plus petite empreinte écologique. On a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire. Nos universités, nos centres de recherche sont des moteurs pour accélérer la transition. Tout ce qui se passe dans le secteur aussi des technologies, de l'intelligence artificielle, évidemment, qui peut jouer un rôle. On ne mise pas suffisamment là-dessus. Trop souvent, on voit l'environnement comme un problème, quelque chose qui va forcer des changements. Oui, ça va forcer des changements, mais c'est des changements pour le mieux. Comme la Révolution tranquille a forcé des changements, a revu les rapports de pouvoir, mais ça a été pour le mieux. Mais en termes de politique publique, comment ça pourrait s'intégrer? Bon, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels il faut intervenir parce que l'environnement, ça touche à absolument tout. Toute la manière dont on extrait la matière première, dont on transforme, dont on produit, dont on transporte, dont on consomme, et ensuite de ça, ce qu'on fait avec les matières résiduelles, qu'on devrait voir bien davantage comme des ressources que comme des déchets. Donc, construire une économie qui soit véritablement circulaire, faire en sorte que le déchet d'une entreprise devienne la matière première de l'autre et qu'à chacune des étapes, on réduise véritablement non seulement la consommation énergétique et le gaspillage, mais plus généralement les intrants chimiques et avoir une meilleure gestion. Donc ça prend des politiques publiques qui, notamment, internalisent les coûts environnementaux et sociaux. Je pense que le prix sur le carbone, c'est une amorce de ça, mais il faut aller plus loin. Il faut pousser aussi les autres provinces à aller de l'avant et le prix devrait d'ailleurs être supérieur pour vraiment faire une différence. Le gros enjeu en termes d'empreinte carbone au Québec, c'est le transport. Une voiture est stationnée en moyenne 95% du temps. C'est le deuxième poste budgétaire de la plupart des familles. On le sait, c'est de l'espace dans nos villes qu'on n'a pas pour des piétons, pour des espaces verts, pour des arbres. On doit repenser l'urbanisme pour faire en sorte qu'on puisse répondre à nos besoins dans un périmètre plus court. Donc, ça demande finalement que chacun d'entre nous, comme citoyen, quand on vote, quand on achète, quand on se déplace, dans chacune de nos décisions, on réfléchisse à l'impact de nos gestes. Parce que les données scientifiques sont extrêmement claires. On a atteint un point limite, la fenêtre d'opportunité. Puis je vais vous dire très honnêtement, là, je déteste ça, parler des catastrophes à venir. Mais les faits sont là et je pense qu'on se doit d'être lucide quant à ce qui nous attend et prendre nos responsabilités maintenant. Et on peut choisir un avenir qui est nettement meilleur parce que beaucoup des politiques publiques qui vont mener à une plus petite empreinte écologique vont être bonnes pour la santé, vont être favorables en termes d'équité sociale aussi parce qu'elles vont favoriser un meilleur partage des ressources aussi. Se déplacer plus en vélo fait en sorte qu'on est plus actif physiquement, réduire notre consommation de viande, manger des produits moins préparés, moins transformés aussi. Donc, il y a
une panoplie de décisions qui peuvent être prises individuellement et collectivement. Yeshua, Laure en a glissé quelques mots, comment l'intelligence artificielle pourrait justement être au service des changements climatiques. Est-ce que les chercheurs se penchent justement comment l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, pourrait influencer même des politiques publiques à venir aider la transition Je écologique? dirais même qu'il y a un engouement pour cette question dans la communauté des chercheurs, dans mon domaine et dans bien d'autres d'ailleurs, parce que c'est souvent des enjeux très multidisciplinaires. À Mila, aujourd'hui, on a plusieurs projets de recherche pour explorer comment l'apprentissage profond pourrait aider. Donc, un exemple, c'est le développement de meilleurs matériaux pour les batteries qui feraient en sorte que les énergies renouvelables seraient plus faciles à utiliser. On a aussi un projet qu'on a discuté ensemble pour utiliser les méthodes de visualisation où l'ordinateur peut synthétiser des images de ce que le futur pourrait être, de façon à ce que les gens internalisent mieux les changements qui s'en viennent en fonction des décisions individuelles et surtout collectives qu'on doit prendre. Donc ça, c'est des exemples. Il y a aussi beaucoup de travaux qui se font avec l'analyse des images satellites pour mieux suivre les changements qui vont se faire. Parce que pour pouvoir combattre quelque chose, il faut le mesurer puis le comprendre. Donc, il y a beaucoup de sciences qui pourraient être améliorées avec les techniques d'apprentissage automatique, qui permettent, par exemple, de manière massive, là, catégoriser ce qui pourrait se passer à différents endroits dans le monde pour suivre ces changements-là. Vous parlez un peu de ce que vous disiez, bon, imaginer le futur. C'est une forme d'éducation pour les gens, oui, ça. Oui, tout à fait, exactement. Il y a aussi des aspects de modélisation. Donc, les modèles climatiques, aujourd'hui, sont faits surtout sur la base de modèles physiques qui ont leurs limites parce que c'est des approximations. Mais on peut aussi entraîner ces modèles-là à partir de données et parfois arriver à des prédictions plus précises que ce que les modèles climatiques plus classiques vont faire. Mais le côté éducation est fondamental parce que ce qui est la barrière principale pour faire face au changement climatique, tel que je le comprends, je ne suis pas un expert vraiment de cette question, ce n'est pas nécessairement la technologie. On a toute la technologie qu'il faut aujourd'hui pour changer de cap puis sauver la planète. La barrière principale, c'est simplement que la plupart des gens ne mettent pas assez d'importance, ne comprennent pas l'importance de ça suffisamment. Donc, les gouvernements non plus, parce qu'ils vont suivre la volonté démocratique. Donc, cette recherche, pour vous, c'est une façon de sensibiliser les gens. Je pense que c'est important pour les changements climatiques. L'éducation est clé. Oui, absolument. Puis en fait, Joshua parlait d'un projet qu'on a ensemble, c'est avec le Pacte pour la transition, notamment d'une application comme ça, mais qui permettrait par la visualisation de toucher les gens dans l'émotion. Parce que ce qu'on réalise, c'est que d'informer les gens, qu'ils aient toutes les données, n'est pas suffisant pour les pousser à l'action. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'émergence d'une économie écologique et sociale au Québec et je me suis vraiment promenée sur tout le territoire à essayer d'identifier quels étaient les freins et les accélérateurs de changement, donc tant au sein de grandes entreprises privées, des aciéries en Beauce, que des initiatives d'économie sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou autres. Et fait très intéressant, dans ce qui était d'abord identifié comme les freins, il y avait toujours l'argument économique, donc la perception que de changer les choses allait coûter plus cher. Mais quand on creusait dans l'histoire de tout un chacun de ces leaders qui essaient de changer des choses, il y avait toujours une histoire qui était pas tant de l'ordre de la tête ou des connaissances, mais de l'ordre du cœur. Une motivation qui venait de l'émotion et souvent, je vous dirais, du lien affectif, de l'amour qu'on a pour nos enfants en pensant à leur avenir, l'amour qu'on a pour notre communauté, pour une situation d'injustice qui nous a touchés, pour un lieu qu'on veut protéger parce qu'on tient au fleuve, parce qu'on tient au lac, parce qu'on reconnaît la valeur de l'eau. Donc, cette transition-là, elle implique une transformation qui va être au-delà des données scientifiques, mais une envie qui va nous donner l'impulsion et qui va nous
nous rendre prêts à changer nos comportements parce qu'il y a une résistance naturelle à la plupart des changements, même quand on sait qu'ils sont positifs pour nous. Hein. Quand le médecin nous dit qu'il faudrait faire plus d'exercice ou qu'il faudrait mieux manger ou ci ou ça prend un certain temps avant que le comportement se fasse. Des fois, ça prend une crise. Puis des fois, ça prend aussi des sources d'inspiration autour de nous pour voir, ah, mais c'est vrai que cette personne-là, elle s'est mise à faire de l'exercice, puis ah, elle a l'air en forme, elle a l'air bien dans sa peau. Moi aussi, je vais me mettre à courir ou à faire du yoga. Ou ben, les mets végétariens, finalement, c'est vrai que c'est bon. Puis, fait que d'explorer vers ces aspects positifs-là, je pense que si on veut voir ça à plus grande échelle en termes de transition, dans nos entreprises, dans nos gouvernements, à toutes les instances, qu'on réussisse à activer cette envie de participer à quelque chose de beau et de grand qui contribuera au bien commun. Tout à l'heure, Yoshua, M. Bachand nous a soumis une question. Comment un gouvernement peut d'abord utiliser des politiques et se servir de l'intelligence artificielle, mais de façon socialement responsable, mais aussi de tenir compte. On a très, très peur de l'arrivée, justement, de l'intelligence artificielle sur les emplois. Votre point de vue là-dessus? Mais avant de parler de ça, je vais rebondir sur l'aspect transfert technologique qu'il a mentionné. Parce qu'au Québec, on a un écosystème de start-up qui est jeune, qui est en développement et qui est fragile aussi, puis qui n'est pas encore très mature. Donc, je pense que les gouvernements ont un rôle important, et puis je ne suis pas l'expert de ça pour dire comment, mais pour stimuler ça, préserver ça, permettre à nos entreprises de grandir plus facilement parce qu'on est dans un monde global avec des géants internationaux qui font compétition avec nos petites compagnies. Donc là, il y a un rôle important au niveau de ce développement économique. Et il y a tout un défi aussi, puis ça, c'est quelque chose sur lequel on se penche beaucoup à Milan, de comment connecter le monde universitaire avec le monde des affaires. C'est évidemment un enjeu sur lequel Cyrano a beaucoup travaillé, puis je pense qu'il faut continuer vraiment à cette réflexion, parce que c'est des cultures très, très différentes, parce que les horizons de temps sont très différents auxquels les gens pensent. D'ailleurs, pour les changements climatiques, il y a aussi un enjeu d'horizon de temps. Les gens ne sont pas habitués à réfléchir à dans 25 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Mais il va falloir qu'on apprenne à gérer ces différences d'horizon de temps pour prendre les bonnes décisions. Pour revenir à l'impact sur les emplois, il n'y en a pas de facile, là, mais l'important, c'est justement d'étudier la question puis d'être le plus rationnel avec cet enjeu-là. Une analogie que j'aime bien rapporter, c'est imaginons qu'au milieu du 19e siècle ou vers la fin du 19e siècle, on avait pu prévoir que la révolution industrielle amènerait toute la misère qu'elle a apportée. Donc la révolution industrielle a apporté énormément de croissance et de bien-être et de progrès, mais aussi beaucoup de souffrance dans la transition, pas seulement parce que des gens ont perdu leur emploi, mais parce que, il n'y avait pas le filet social, il n'y avait pas les règles collectives qu'on s'est données, principalement après la Deuxième Guerre mondiale. Si on avait pu mettre en place ce filet social et tout ça, ces règles de fonctionnement 50 ou 75 ans plus tôt, on aurait évité énormément de misère humaine. Donc là, ça va peut-être pas se passer en 75 ans, ça va peut-être se passer en 25 ans, peut-être en 15 ans. Et donc, c'est encore plus important de préparer le terrain, de peut-être repenser notre système d'éducation, repenser notre filet social, sachant que les besoins vont être différents, qu'il va falloir revoir notre capacité à former la main-d'œuvre qui va perdre son emploi à 30, 50, ce qui n'est pas habituel aujourd'hui, qu'il faut peut-être changer la formation pour faire former des citoyens qui vont être capables de réfléchir à ces enjeux-là et surtout des personnes beaucoup plus généralistes, capables de comprendre les enjeux, mais aussi de s'adapter à un marché de l'emploi qui est très difficile à prévoir aujourd'hui. On ne veut pas former des gens qui vont être bons uniquement dans un domaine très pointu qui peut-être n'existera plus dans 20 ans. Dernière question, Laure, en terminant.
les grands défis que nos gouvernements en termes de politique publique vont avoir à affronter là, pour permettre cette transition-là? Qu'est-ce que c'est? Le défi de la cohérence, le défi de mettre en pratique et prendre les décisions qui s'imposent pour atteindre nos objectifs de manière concrète, parce que là, on est très bon à parler, à avoir toutes sortes de discours, hein, puis on le fait individuellement et collectivement, mais le passer de la parole aux actes, je pense que c'est ça le grand défi. Il faut opérationnaliser la transition, et ça passe par chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui, dans nos milieux, prenons des décisions. Et je pense que si les leaders du Québec se donnent vraiment ce projet de société-là, de dire on va faire du Québec un modèle de transition avec tout ce qu'on a, je pense qu'on peut vraiment non seulement être exemplaire en termes de tous les indicateurs qui existent, mais avoir une population aussi qui sera plus heureuse parce qu'il y aura plus de liens entre eux et plus en santé aussi parce qu'on aura pris des décisions. La santé de l'environnement et la santé humaine vont main dans la main et la question de protection de l'environnement est avant tout un enjeu de justice sociale parce que ceux et celles qui souffrent le plus des conséquences de la pollution, que ce soit des changements climatiques ou de la pollution en général, ce sont les plus vulnérables d'entre nous. Et ça, on ne le dit pas assez. On pense aux réfugiés climatiques, mais qui sont parmi les 89 personnes qui sont décédées de la canicule l'été dernier, c'était beaucoup des gens qui étaient isolés, seuls, qui habitaient dans des îlots de chaleur. Les gens qui ont les moyens d'avoir un chalet, qui ont les moyens d'avoir la climatisation, qui sont des quartiers où il y a des arbres, sont beaucoup moins affectés. Donc, je pense que on a une opportunité de se transformer pour le mieux, ce que devraient faire les crises en général ou les grands changements quand il y a des nouvelles opportunités technologiques aussi. Yoshua Benjo, Laure Varidel, merci beaucoup. Merci à vous.